Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astronature 49. Le mois d'octobre ouvre toute grande la porte à la saison automnale. Dans le ciel aussi, de profonds changements s'amorcent. Parmi la sélection faite des événements les plus intéressants du ciel d'octobre, à nos yeux, figurent une fois de plus quelques essaims météoritiques remarquables tels que les Draconides ou encore les Orionides. Divers rapprochements planétaires côtoieront une nouvelle élongation maximale de Mercure. Enfin, après Neptune le mois dernier, nous mettrons plus particulièrement à l'honneur Uranus ce mois-ci. Dans notre rubrique consacrée aux éphémérides des objets principaux du système solaire, nous aborderons brièvement les conditions de visibilité de chaque planète après un petit résumé de l'activité du Soleil le mois précédent. Avant de clore notre émission, nous écouterons une dernière chronique traitant d'un objet du ciel profond favorablement observable à cette période présentée par Mathieu, et il a choisi la célèbre galaxie d'Andromède. Mais avant toute chose, je tiens à souhaiter la bienvenue à Pascal, astronome amateur en herbe dans le 49, et fraîchement arrivé sur notre chaîne dont nous avions réalisé l'interview en première partie de l'émission des éphémérides du ciel de septembre. Je serai également en compagnie de Mathieu, astronome amateur aussi dans le 49, et créateur de la chaîne YouTube L'Explorateur du Ciel. Donc pour démarrer cette émission légèrement reformulée, nous remplacerons notre habituelle chronique retraçant l'histoire de l'exploration du système solaire grâce à une mission spatiale par une nouvelle chronique portant sur ce qui a fait l'actualité du mois précédent. Et pour l'inaugurer, je laisse la parole à Pascal. Alors le 7 septembre, l'Inde s'apprêtait à devenir la 4e nation à poser un atterrisseur sur la Lune grâce à la sonde Chandrayaan-2. Donc que s'est-il passé? Voilà, donc bonjour Nathan. Bonjour. Bonjour Mathieu. Donc effectivement, bonjour, je voulais vous parler un petit peu de cette mission spatiale, Chandrayaan-2 qui ne vous a sûrement pas échappé. L'objectif, effectivement, est que, comme tu l'as souligné, l'Inde soit la 4e nation à pouvoir effectuer cet atterrissage. On se rappelle d'ailleurs que Israël avait raté. Donc sinon, si elle avait réussi, bien l'Inde aurait été non pas la 4e, mais la 5e. Mais voilà, donc pour l'instant, il n'y en a que 3 en fait. Alors, on parle un petit peu de Chandrayaan-2, en fait, en Inde, ça veut dire le chariot lunaire. Le chariot lunaire, en fait, eh bien, est une sonde spatiale qui composait donc plusieurs choses. Une masse totale, d'ailleurs, de 3 tonnes 850, avec, en fait, un orbiteur qui pèse donc à une masse de 2 tonnes 379, et qui avait donc comme mission de prendre une altitude jusqu'à l'altitude lunaire de 100 km, et en fait qui devait donc se placer en orbite le 20 août et commencer à recueillir des infos. Et donc c'est une mission que l'orbiteur a en fait pendant 1 an. Également faisant partie de la sonde spatiale, il y avait l'atterrisseur. Un atterrisseur, donc comme son nom l'indique, qui devait allunir en fait donc sur notre satellite. Son nom c'est Vikram. Et là, donc l'atterrisseur était composé en fait d'un astromobile du nom de Pragyan, qui signifie sagesse en hindi. C'est un rover en fait. Un petit rover d'une masse de 27 kg, équipé d'ailleurs de panneaux solaires, et qui donc devait avoir, lui, une mission de 14 jours. 14 jours terrestres, soit 1 jour lunaire. Et en fait, donc, cet atterrisseur devait allunir près du pôle Sud, en fait, une région encore inexplorée. Toute cette sonde spatiale était en fait équipée d'une 15aine d'instruments, en fait, avec donc plusieurs engins, donc qui devaient notamment
voilà, des spectromètres à rayons X, des spectromètres de masse, radar à synthèse d'ouverture, etc., des caméras, etc., même un sismomètre. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la sonde spatiale est partie le 22 juillet, donc pour atteindre les 384 000 km qui nous séparent donc de la Lune. Et puis, dans la nuit du 6 au 7 septembre, à peu près à 2 km 100, signal perdu. En fait, on a perdu Vikram, l'atterrisseur impossible de localiser. Alors, il a fallu pas mal de temps avant d'avoir à nouveau en fait une radio grâce en fait à l'orbiteur qui est passé. L'orbiteur avait cette possibilité d'avoir une caméra thermique avec une précision de 30 cm, donc on voit un petit peu l'altitude de 100 km et puis pouvoir effectivement avoir une précision importante, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Et puis en fait, ils l'ont localisé près du site qui était initialement prévu et dans une position inclinée en entier. Donc déjà ce qui était bien, c'est que cet atterrisseur avec l'astromobile à bord en fait ne s'est pas désintégré, n'a pas explosé. Donc c'est déjà une bonne chose, mais malheureusement, pas pu le réactiver. Donc ça, c'est le problème. Alors, on essaie toujours, parce que finalement, on avait dit que l'astromobile était équipé de panneaux solaires. Et en fait, sa mission a été de 14 jours. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, puisque normalement, le délai sera épuisé le 20. Nous sommes le 19 aujourd'hui, donc effectivement encore 24 heures pour espérer donc quelque chose. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec? Eh bien, à mi-teinte finalement, parce que n'oublions pas que l'orbiteur, lui, continuera quand même sa mission pour recueillir encore plein de données à la surface lunaire. Alors c'est une victoire à demi-teinte, on va dire un petit peu mieux que ce qu'ont fait les Israéliens, mais en tout cas encore du travail. Alors notons également une chose très intéressante, c'est que le budget alloué à cette mission indienne était un des budgets les plus petits en fait que les nations ont utilisé, puisque seulement 146 millions de dollars pour cette mission. Qui n'est rien comparé par exemple à l'ISS qui est de 15 milliards 250 milliards. 150 milliards. Voilà, donc 150 milliards. Donc on est bien loin de ces budgets-là. Alors voilà en fait l'actualité donc de cette mission. Merci à toi Pascal de nous avoir parlé de cette actualité, de nous avoir fait un peu connaître plus sur cette mission. Alors, on peut passer maintenant à la deuxième partie de cette émission, les événements célestes de ce mois. Alors, on a tout d'abord le 3 octobre à 8h, Mercure est à son aphélie. Alors Pascal, peux-tu nous dire de quoi on parle quand on parle d'aphélie? Ah oui, alors en fait, l'aphélie est tout simplement le point orbital d'un objet ou d'un corps céleste, en fait, qui est le plus éloigné par rapport au Soleil. Donc, comme on le sait, une orbite n'est pas circulaire, donc il y a en fait une distance qui va l'éloigner par rapport à une autre. Donc voilà, le point aphélie est le point le plus éloigné par rapport au Soleil. Voilà, d'accord. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, eh bien, ça nous permet ainsi de comprendre mieux ce mot. Le 5, c'est le rapprochement entre la Lune et Saturne. Alors, Mathieu, je me tourne vers toi. Comment l'observer de façon optimale? Donc là, l'écart entre les deux astres va être d'1 degré. Ça veut dire qu'en fait, au télescope, dans un oculaire qui grossit 20-30 fois maximum, on va pouvoir rentrer les deux dans le même champ. Sachant que la Lune, elle est à peu près au premier quartier à ce moment-là. Le maximum du rapprochement, c'est entre 23h et minuit.
et ça va se passer bas sur l'horizon sud-ouest. Est-ce qu'il sera possible de saisir l'instant sur un cliché? En photo, on va choisir un objectif à longue focale sur un réflexe, hein, ou zoomer si on est plutôt sur un compact ou un bridge. Et puis, on va partir sur un temps pause de quelques secondes avec une sensibilité moyenne de 800 ou 1600 ISO. Maintenant, le résultat, je pense, risque d'être assez difficile sans post-traitement. Le 9, nous avons le maximum de la pluie de météores des draconides. Alors, Mathieu, quelles sont les prévisions pour cette pluie d'étoiles? Donc là, on attend le taux horaire zénithal moyen, en fait, il est très variable, hein, mais on attend en général 15 à 20 météores par heure. Mais c'est vrai que tous les 40 ans, on a des pluies de plusieurs milliers de météores par heure. D'ailleurs, les derniers pics spectaculaires ont été observés en 2011 et 2012 avec des bonds jusqu'à 1000 ou 2000 météores par heure. Au Canada et en Allemagne, sur une période de 2 heures environ. Maintenant, ces météores-là des draconides, c'est une vitesse de 20 km/s, donc c'est largement appréciable. Et leur couleur est souvent jaune. L'activité s'étend du 6 au 10 octobre. Et il est alimenté en fait par la comète 21P Giacobini-Zinner qu'on a vu passer il n'y a pas très longtemps, en fait l'année dernière, il me semble, à l'automne dernier. La Lune est toujours l'écueil numéro 1 pour profiter de ce genre de phénomène au mieux. Alors, va-t-elle gêner et dans tous les cas, quand et où regarder? Alors là, en fait, au niveau de la Lune, on se situe 4 jours après le premier quartier et 4 jours avant la pleine Lune. Donc ça veut dire que la Lune va être gibbeuse, donc elle va gêner grandement, oui. Maintenant, au niveau de l'observation, donc le radian, on a oublié de préciser que le radian des draconides, en fait, se situe au niveau de la tête de la constellation du Dragon, près de l'étoile Eltanine, qui est non loin de l'étoile un peu plus remarquable Vega. Donc pour observer ce maximum, on va plutôt préférer la fin de nuit pour éviter la Lune, qui se couche vers 3 h du matin. Mais le problème, c'est que la tête du Dragon aura décliné sur l'horizon nord-nord-ouest, et plus c'est loin du zénith, moins les météores sont faciles à voir, malheureusement. Voilà, ça va être une occasion pour ceux qui n'ont pas encore eu d'observer des étoiles filantes. D'ailleurs, est-ce que Pascal, toi, tu as déjà eu l'occasion d'en observer? Oui, alors bien sûr, hein, on en voit régulièrement. Par contre, bien juste hier soir, donc, dans l'observation, en fait, on était en train de préparer la mise en station de notre instrument. Et en observant en fait la grande ourse, en choisissant en fait des étoiles, eh bien il y en a une qui est passée dans l'oculaire. Donc c'était une bonne entrée en matière de cette nuit d'observation. Voilà, tu as eu la chance de pouvoir l'observer à l'intérieur du télescope. Donc le 9 toujours, il y a la comète P2008 Y12 SOHO qui est à son périhélie. Alors la dernière comète visible à être passée près de la Terre était 46P Wirtanen en décembre 2018. On en avait d'ailleurs évoqué ce passage dans notre émission de décembre. Mais là, on est dans quelle configuration pour cette comète? En fait, elle est tout simplement inobservable à nos latitudes. Donc voilà, j'y vais pas par 4 chemins. La comète, en fait, elle va passer à environ 10 millions de kilomètres du Soleil. Et c'est dommage parce que sa magnitude apparente visuelle monte à moins 2,7 ce jour-là. Après les jours suivants et précédents, elle va être beaucoup plus faible. Le problème, c'est qu'elle se situe dans la constellation de la Vierge. Et ce, pendant tout le mois d'octobre. Alors, comme le Soleil, en fait, il est actuellement... Enfin, il va être à ce moment-là dans la constellation de la Vierge, et que la comète en est trop proche du Soleil, elle va se lever tout le mois d'octobre après le lever du Soleil, et va se coucher rapidement après le Soleil. Nous avons ensuite le 20, la plus grande élongation est de Mercure. Alors déjà, où va-t-on la chercher? Donc elle va se situer à ce moment-là dans la constellation de la Balance, qui est très basse malheureusement au-dessus de l'horizon sud-ouest. Maintenant, si on veut l'observer, il va falloir être sur un site dont l'horizon est très dégagé. À l'œil nu, il est probable d'ailleurs qu'on ne réussisse pas à la trouver. Par contre, Vénus, qui est à côté, va déjà être un peu plus perceptible. Et pour mettre plus de chance avec soi et voir peut-être Mercure, il sera mieux d'utiliser une paire de jumelles. Comme toutes les planètes visibles dans le ciel à l'œil nu, Mercure ressemble à une étoile. Est-ce qu'on peut voir autre chose de Mercure qu'une étoile avec un télescope, par exemple?
Oui, tout à fait. Théoriquement, la moindre lunette astronomique permet de voir sa phase, à condition de pousser le grossissement à 100 ou 150 fois, et puis d'avoir une atmosphère stable et transparente. C'est un peu le plus important pour Mercure. Maintenant, aucun détail à sa surface ne sera vraiment observable sans un gros télescope, et éventuellement un filtre orange ou rouge. Chaque planète a souvent une teinte ou une couleur particulière qui peut aider à la reconnaître, que ce soit à l'œil nu ou aux instruments. Et quelle est celle de Mercure? En fait, le problème de la couleur, c'est que tout dépend de la perception de l'observateur. Alors Mercure, certains vont la trouver de couleur plutôt jaune-orangé, d'autres marron-orangé, mais en fait, c'est pas la véritable couleur de Mercure parce que ça dépend en fait de la réfraction atmosphérique. Et puis de la perception aussi de l'observateur, comme je le disais tout à l'heure. Il y a quelques petites informations que j'ai oublié de préciser également. C'est quand on va chercher à observer Mercure, alors la période est assez courte, hein. On va plutôt la chercher entre 19h15 et 19h30. Et puis, en ce qui concerne le diamètre apparent de Mercure, on y reviendra peut-être après, mais il est de 6,75 secondes d'arc, donc c'est quand même relativement petit. La Mercure, c'est une planète qu'on va suivre attentivement ce mois-ci, et d'autant plus le mois prochain, puisque le 11 novembre, au cours de l'après-midi, elle nous réservera un spectacle rare, son transit devant le Soleil. Donc nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir en temps et en heure. Le 21, c'est le maximum d'activité de la pluie d'étoiles filantes des Orionides. Alors c'est un des essaims météoritiques les plus importants de l'année. Quelle activité est-il prévue? Donc on attend un taux horaire zénithal moyen de 15-20 météores par heure, donc c'est à peu près comme les draconides. Par contre, la vitesse des météores, c'est 66 km/s. Donc là, c'est beaucoup plus rapide et un petit peu plus difficile à observer, j'ai envie de dire. L'activité des Orionides s'étend beaucoup plus longtemps que sur les draconides, puisque les Orionides passent du 2 octobre jusqu'au 7 novembre, donc on a quand même une belle marge de manœuvre. Et ces Orionides-là, en fait, ont pour origine la comète de Halley. Comment on peut mettre toutes les chances de notre côté pour en voir au moins une, et quel risque du côté de la Lune? Alors, la Lune, elle sera en dernier quartier à ce moment-là, et le problème, c'est que les Orionides ont pour radiant donc la constellation d'Orion, plus précisément au-dessus à gauche de l'étoile Bételgeuse, qui est rougeoyante. Maintenant, le problème, c'est qu'Orion se lève plein est, pas avant minuit. Étant donné que la Lune est déjà debout à 1h du matin, en tout cas le 21 au moment du pic, elle va peut-être gâcher un petit peu le spectacle, malheureusement. Sinon, on a parlé des Orionides et des Draconides, mais le mois d'octobre est encore plus riche que cela en essaims d'étoiles filantes. Est-ce vrai? Ah oui, tout à fait. On a par exemple le 10 octobre, le pic des Taurides Sud. Là, on attend 5 météores par heure. Et puis ensuite, on a 3 autres pics, un petit peu moins importants. Le 11, c'est les Delta Aurigides. Le 18, c'est les Epsilon Géminides. Et puis le 24, c'est les Léominorides qui ont pour radiant un point entre le Petit Lion et la Grande Ourse. Mais pour ces 3 derniers pics d'activité, on n'attend pas plus de 2-3 météores par heure. Donc c'est pas grand-chose. Sinon, le 27 octobre, c'est le passage à l'heure d'hiver. Nous reculons donc d'1 heure. À 1 heure en temps universel, on passera de 3 heures en heure locale française à 2 heures en heure locale française. Donc 1 heure en plus pour dormir ou observer le ciel. Le 28, Uranus est à l'opposition. Alors, Pascal, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'observer Uranus et quelles ont été tes premières impressions? Ah oui, Uranus, donc 7e planète de notre système solaire, dénommée la géante glacée. Alors effectivement, j'ai eu le privilège de le voir il n'y a pas longtemps, d'ailleurs avec un 5 mm. C'est l'oculaire, ça. Oui, l'oculaire, bien sûr, avec l'oculaire de 5 mm. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir une bille bleutée, à la fois bleu-vert. C'était magnifique et elle se distingue vraiment des autres planètes parce que on ne peut pas la rater, en fait. Elle est vraiment bien délimitée. On a l'impression, effectivement, une bille en vert, comme ça, vert bleuté au loin. C'est magnifique. C'est vrai. D'ailleurs, Mathieu, où est-elle actuellement en ce moment?
Bah là, elle est officiellement dans la constellation du Bélier, mais en réalité, elle est à la croisée de 3 constellations, donc la Baleine. Il y a les Poissons dont elle sort tout juste, et puis il y a le Bélier dont en fait elle vient tout juste d'entrer. Voilà. Est-ce qu'on peut la voir à l'œil nu actuellement? Oui, bah en fait sa magnitude apparente visuelle c'est 5,7, donc c'est un peu en dessous de la magnitude 6 qui en astronomie est la magnitude limite pour apercevoir la lumière d'une étoile. Uranus, donc cette magnitude-là, en fait, ça correspond à 100 fois moins la luminosité de Saturne, 1500 fois moins la luminosité de Jupiter et 10 000 fois moins la luminosité de Vénus. Donc c'est vrai que c'est quand même très faible, Uranus. Mais c'est quand même intéressant, donc c'est vrai qu'elle fait partie quand même des objets célestes les plus faiblement lumineux qui sont encore perceptibles à l'œil nu, à condition d'avoir une bonne vue, un ciel dégagé, transparent et bien noir. Alors il y a la Lune, est-ce qu'il vaut mieux l'éviter? Oui, bah alors, oui, effectivement, pour Uranus, on est encore, si on veut, dans le domaine du planétaire, mais j'ai envie de dire, c'est la porte d'entrée vers le ciel profond. Donc le ciel profond, c'est toujours, la Lune est toujours gênante pour ce domaine-là. Et là, ça tombe bien parce que le 28, en tout cas, au moment de l'opposition, la Lune sera nouvelle. Donc on n'a aucun problème de ce côté-là. Maintenant, si on veut repérer Uranus au télescope, il y a quand même même à l'œil nu, il y a quelques étoiles qui sont approximativement de même magnitude apparente, qui sont assez près d'elle. Il faut donc au préalable préparer son observation quand même à l'aide d'une carte du ciel détaillée qui catalogue toutes les étoiles jusqu'à au moins la 6e magnitude. À quoi s'attendre avec un télescope? Et bien là, on peut commencer à avoir accès au disque de la planète, comme en parlait tout à l'heure Pascal. Le diamètre apparent d'Uranus, c'est 3,74 secondes d'arc. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus petit que celui de Mercure, 5 fois plus petit que le disque de Saturne et 12 fois plus petit que le disque de Jupiter. Je donne les proportions pour ceux qui n'ont pas encore observé Uranus, mais qui ont observé d'autres planètes. Et c'est 1,6 fois plus grand que Neptune, enfin de manière générale. Donc, avec une lunette inférieure à 80 mm, bon, elle va rester d'aspect stellaire à n'importe quel grossissement. C'est tout juste si on va apercevoir peut-être sa couleur bleu-verte. À partir de 80 mm, par contre, une lunette là résout son diamètre apparent. Et puis dans un télescope de 100 ou 200 mm d'ouverture à faible grossissement, c'est-à-dire 50, 70, 80 fois, elle se distingue facilement des étoiles alentours. Et d'ailleurs, elle semble un peu plus ventripotente que les autres. Voilà, après un 150-200 fois de grossissement, donc là, il n'y a plus de doute possible. Le disque grossit nettement, et puis sa couleur turquoise devient assez impressionnante, sachant que Neptune se situe plutôt sur un bleu profond transparent, et puis il vaut mieux être sur un bon 200 ou plus, si on veut tenter d'attraper son disque à très fort grossissement, c'est-à-dire 200 fois strict minimum. On sait aussi qu'Uranus possède en tout une 30aine de lunes. Alors est-ce qu'on peut les voir au télescope? Alors il y a Titania qui est la plus grosse lune d'Uranus. Donc là il faut au moins un télescope de 250 mm d'ouverture pour peut-être l'apercevoir. Je dis bien peut-être, et pour toutes les autres c'est pareil. Oberon, la deuxième plus grosse il me semble, il faut au moins 300 mm. Ariel et Umbriel c'est au moins 350. Miranda, il va falloir taper plutôt dans du 600 mm strict minimum. Et puis les autres, je ne vais pas y aller par 4 chemins, il faut au moins Hubble. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir aussi en photo de la planète? Bah là, c'est possible. En fait, il est possible sans difficulté avec un petit appareil photo numérique compact, contrairement à Neptune où là, on va plutôt utiliser un appareil photo réflexe. Là, avec un appareil photo compact, en grand champ, sitôt que le ciel est nickel, donc on pousse à 15-30 secondes de pause pour 1600 ISO et une ouverture maximale. Et là, on peut espérer obtenir la toute petite lumière d'Uranus qu'il va falloir ensuite chercher sur le cliché à tête reposée et avec l'aide peut-être d'un petit atlas du ciel pour se repérer. Sur un télescope, à partir de 250 mm d'ouverture, donc là on fait plutôt appel aux spécialistes de l'astrophoto, en additionnant un filtre rouge et ou un filtre infrarouge, on peut espérer tenter de capturer d'éventuelles tempêtes orageuses brillantes de passage
qui sont cachés dans les brumes atmosphériques d'Uranus. Mais maintenant, ces passages-là de tempêtes orageuses sont épisodiques et il faut tomber, je dirais, au bon moment pour les observer. Voilà, donc pour ceux qui sont libres ce jour-là, le 28, n'hésitez pas à observer Uranus, cette petite bille, comme l'a dit Pascal, qui passe à l'opposition. Le 30, c'est le rapprochement entre Mercure et Vénus. Quelles conditions d'observation aura-t-on ? Donc là, l'écart entre les deux astres, en fait, il est de 2,6 degrés. Ça veut dire que les deux vont entrer tout juste dans un oculaire standard à grossissement 15-20 fois. Donc c'est vraiment, va falloir vraiment utiliser un très faible grossissement. Pour l'observer, ce rapprochement, donc on va plutôt chercher après le coucher du soleil, donc on va regarder à faible hauteur près de l'horizon sud-ouest, entre 19h et 19h15. C'est une période qui est assez courte en fait. Pourquoi ? Parce que avant cette période-là, la lumière solaire est trop importante. Et après, les deux astres sont trop bas sur l'horizon et Mercure est peut-être même déjà couché. Par contre, Vénus, elle brillera fortement au-dessus de Mercure. Et je pense qu'une paire de jumelles sera un plus pour cette observation-là, plutôt qu'un télescope. Et enfin, le 31, la Lune se rapproche à 1 degré de Jupiter. C'est un écart qui est plutôt serré. Quel spectacle peut-on espérer voir ? Donc en fait, le rapprochement maximal, il est entre 16h et 17h. Donc c'est en plein après-midi en fait. On n'est pas encore en soirée. Ça se passe au-dessus de l'horizon sud. La Lune passe un peu au-dessus de Jupiter. Et ça sera peut-être l'occasion du coup de sortir son télescope et d'observer cette planète en période diurne, puisqu'on est encore en après-midi. Maintenant, pas de détails observables. En tout cas, il ne faut pas en espérer. Les lunes de Jupiter ne seront peut-être pas visibles. La Lune ne sera pas très contrastée non plus. Par contre, avec un grossissement de 50 fois sur un oculaire de 50 degrés de champ apparent visuel, on peut espérer avoir les deux dans le même champ sans aucune difficulté en fait. Et puis en début de soirée à partir de 19h ou 19h30, donc peut-être que vous aurez plus de possibilités à ce moment-là. Les deux astres sont beaucoup plus intéressants. La Jupiter d'ailleurs commence à être visible à l'œil nu. Mais ils sont beaucoup plus éloignés l'un de l'autre et les deux seront cette fois-ci au-dessus du sud-ouest. Maintenant, si on veut tenter des photos, c'est à faire dès le crépuscule. Quelques secondes d'exposition et une sensibilité modérée de 800 ISO maximum. Voilà pour tous ces événements qui auront lieu donc au mois d'octobre. Nous allons passer maintenant à la troisième partie de cette émission, les éphémérides du ciel. Alors on va commencer par l'activité du soleil le mois dernier. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que le 31 août, le vent solaire a poussé une pointe à 714,7 km/s. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, et ça a été causé en fait par un trou coronal. Alors au même moment, il y avait une infime tache solaire qui apparaissait au moment de l'arrivée en fait à la Terre du flux puissant, mais il n'y a pas de correspondance entre les deux. Le 1er septembre, le flux de vent solaire souffle encore à 678 km/s. Alors il va déclencher des épisodes de tempêtes géomagnétiques de classe G2 ce week-end-là, qui ont fait d'ailleurs éclore de jolies aurores dans les deux hémisphères. Le 2 septembre, alors là je fais une petite parenthèse, on fêtait en fait les 160 ans de la plus puissante tempête solaire jamais enregistrée dans les archives astronomiques, ce qu'on appelle l'événement de Carrington. Et le Internet de l'époque, donc qui correspondait à des lignes télégraphiques, a été mis hors service. Selon une étude financée par la NASA, si une telle tempête se produisait aujourd'hui, on chiffrerait les dommages sur l'infrastructure de haute technologie à 1 billion de dollars et ça nécessiterait plusieurs années avant un rétablissement complet. Pendant ce temps-là, pour fermer la parenthèse, le vent solaire, lui, est retombé tout juste sous la barre des 600 km/s, donc le 2 septembre, toujours. Et puis la tache AR 2748, dont on a parlé entre le 31 août et le 1er septembre, est restée toujours aussi infime et d'ailleurs s'est évaporée rapidement après. On n'a plus rien à signaler dans les jours suivants, septembre a été très calme. Donc pour tous ceux que tente l'observation du soleil, je me permets de vous renvoyer vers notre émission spéciale Observation solaire qui a été mise en ligne entre les émissions de mars et d'avril des éphémérides du ciel. Vous y trouverez entre autres quelques conseils sur le matériel à utiliser,
les techniques d'observation et les règles de sécurité à suivre, ainsi que des détails supplémentaires sur l'événement de Carrington que Mathieu n'a fait qu'effleurer du doigt à l'instant. Pour ce qui est des éphémérides de la Lune, le 5 octobre à 16h47, on pourra observer le premier quartier. Le 10 octobre à 18h27, la Lune est à l'apogée. Le 13 à 21h10, c'est la pleine Lune. Le 21 à 12h40, c'est le dernier quartier. Le 26 à 10h41, la Lune est au périgée. Et le 28 à 3h39, c'est la nouvelle Lune. Pour ce qui est des éphémérides des autres corps du système solaire, alors Mercure, elle sera difficilement visible au coucher du Soleil au début de mois et en fin de mois visible au crépuscule. Vénus sera difficilement visible au coucher du Soleil en tout début de soirée. Mars sera inobservable en début de mois et en fin de mois sera difficilement observable peu avant le lever du Soleil. Pour ce qui est de Jupiter et Saturne, elles seront toutes les deux observables en première partie de nuit. Uranus sera observable toute la nuit. Neptune sera observable pratiquement toute la nuit aux instruments. Pluton sera observable en première partie de nuit, aux instruments aussi. Pour ce qui est des Euterides, Cérès sera observable aux instruments en début de nuit, tout comme Pallas. Vesta, observable aux instruments une grande partie de la nuit le 1er et toute la nuit le 31. Enfin, Junon sera observable aux instruments en fin de nuit. Nous allons donc passer maintenant à la dernière partie de cette émission et donc je laisse la parole à Mathieu pour parler de la galaxie d'Andromède. Voilà, autrement immatriculée M31. Donc c'est une galaxie spirale qui se situe dans la constellation d'Andromède, qui est très célèbre d'ailleurs. Elle se situe à une distance d'environ 2,54 millions d'années-lumière et elle a un diamètre réel de 220 000 années-lumière. La Voie lactée c'est 100 000 années-lumière, donc la M31 est 2 fois plus grande que la Voie lactée. Et M31 contiendrait environ 1000 milliards d'étoiles. Alors on n'a pas compté, mais c'est une estimation. Alors que la Voie lactée, on table plutôt sur du 400 milliards d'étoiles. Maintenant, le diamètre apparent visuel, à bien distinguer du diamètre réel, il est de 3,18 degrés. Ça veut dire que c'est 6 fois le diamètre apparent de la pleine Lune. Alors, on n'en voit réellement que 2 fois le diamètre apparent de la Lune. Mais dans tous les cas, non, la Lune n'est pas l'objet le plus gros visible dans le ciel nocturne. Avec sa magnitude apparente visuelle de plus 3,4, elle est parfaitement visible à l'œil nu. Donc, elle a sans doute été observée depuis la nuit des temps en raison de son accessibilité sans instrument. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire qu'elle a été découverte. Par contre, son observation ne fut mentionnée de manière écrite pour la première fois qu'en l'an 964 par Abd al-Rahman al-Soufi, en plein cœur du territoire actuel iranien, dans la ville d'Ispahan. La première observation au télescope a été faite en 1612 par Simon Marius, et la première photo réalisée de cette galaxie en 1887, donc c'était vraiment les tout débuts de la photographie, par Isaac Roberts dans son observatoire du sud de la Grande-Bretagne. Alors elle fut longtemps appelée la Grande Nébuleuse d'Andromède, avant qu'on ne fasse une claire distinction entre nébuleuse et galaxie, dans les années 1920, après de vifs débats. Pour repérer Andromède, enfin la galaxie, on part de Mirac, c'est une étoile de 2e magnitude qui se situe dans la constellation d'Andromède, et en se dirigeant approximativement vers la constellation de Cassiopée, par petites étapes on passe une étoile de 3e magnitude, puis on arrive sur une dernière de 4e magnitude, les 3 étoiles étant vraiment proches l'une de l'autre, visuellement. Dans les environs immédiats de cette dernière étoile de très faible luminosité, on a M31 qui est parfaitement visible à l'œil nu. Maintenant, c'est vrai qu'à l'œil nu, elle va être assez faible et diffuse, il faut avoir un bon ciel pour ça. Mais elle s'impose avec magnificence aux jumelles, et je pense d'ailleurs que c'est le meilleur instrument pour observer cette galaxie. La saison automnale est aussi la meilleure saison pour observer M31. Alors avec des jumelles ou une petite lunette astronomique,
On va pouvoir commencer à voir 2 galaxies satellites de M31. Donc il y a M32, une petite galaxie assez brillante, et M110, un peu plus grande que M32 et du même coup un peu plus sombre, même si les 2 galaxies satellites ont à peu près la même luminosité apparente. Au télescope, eh bien, l'image déborde du champ, et même à faible grossissement, eh bien, on n'a pas plus de contraste qu'aux jumelles. C'est pour ça qu'en fait les jumelles sont le meilleur instrument pour l'observer. Maintenant, avec un instrument d'au moins 200 mm, eh bien, on va pouvoir débusquer 2 belles bandes de poussière parallèles en bord sud de la galaxie. Et je précise qu'aucun filtre n'est nécessaire pour améliorer l'observation de M31. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Pascal et à Mathieu pour leur participation. Nous nous retrouverons donc en novembre pour parler de nouvelles observations à tenter. Et je rappelle que parmi celles-ci, nous mettrons l'accent sur le tant attendu transit de la planète Mercure devant le Soleil le 11. J'en profite aussi pour annoncer une petite nouveauté. Je vous propose, Pascal et Mathieu, de publier à chaque fin d'émission, à compter de novembre, une de vos photos chacun, immortalisant un des événements sélectionnés de l'émission du mois précédent. Je vous laisserai bien entendu libre de choisir lequel. Et je remercie en passant Mathieu qui nous permet déjà d'utiliser son album photo personnel pour réaliser le montage de chaque émission mensuelle. Quant à tous ceux qui nous ont écoutés, je vous souhaite un bon ciel et je rappelle à ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner pour être alertés de la parution de chaque émission.